projecteur, mais vous noterez à l'évidence une exigence, une rigueur de la ligne claire, j'ai envie de dire. Une ligne claire qui est proprement japonaise, une ligne pure, une ligne crue, une ligne cruelle, une ligne de la cruauté. C'est un film aussi sur la cruauté, sur cet acte qui est absolument terrible de harakiri. Qu'est-ce que c'est un harakiri? C'est en japonais, on dit seppuku. C'est se donner la mort pour des raisons morales, par droiture morale. En concordance avec ce qu'on a appelé le Bushido. Le Bushido, c'est la voie du guerrier. Donc, c'est l'éthique du samouraï, l'éthique du guerrier. Et dans cette éthique du guerrier, il y a 7 principes cardinaux. Et le premier, c'est celui de la rectitude, de la ligne droite. Et il me semble que cette exigence morale, elle est aussi une exigence esthétique. Vous allez voir un film extrêmement soigné, extrêmement rigoureux, droit, cru, rectiligne, dans un noir et blanc qui est absolument somptueux. Et donc il y a une sorte, c'est très fort, une sorte de coïncidence entre une exigence morale et une exigence esthétique et une facture esthétique. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut noter sur ce film Harakiri de Masaki Kobayashi de 1962. Alors peut-être ce qui le rend un peu moins célèbre que les 7 samouraïs, Sanjuro qu'on a pu voir hier, ou les films de Mizoguchi, c'est précisément que Kobayashi n'a pas réalisé autant de films que ça. Harakiri, c'est le premier volet d'un diptyque, puisque quelques années plus tard, il va réaliser Rébellion, qui est aussi un film de samouraï. Les films de samouraï sont ce qu'on appelle des films en costume, des jidaigeki. Et dans cette programmation de 1962, on note 2 choses. Sur les 4 films japonais qui sont présentés, et qui sont donc les fleurons de la production japonaise en 1962, il y a 3 jidaigeki, donc 3 films en costume, 3 films de samouraï, films de combat qu'on appelle des shambhala. Et pourquoi tant de films en costume? Et puis la deuxième chose qu'on note, c'est qu'on a 3 films sur les 4 avec le même comédien, Tatsuya Nakadai, que vous avez pu voir comme prêtre chrétien romantique dans Miss Ojin, que vous avez pu voir en vrai méchant, très méchant dans Sanjuro, et que là vous allez voir en samouraï absolument exigeant, d'une rigueur morale sans égale. Donc on a aussi la naissance, si vous voulez, d'un acteur, l'apparition, l'émergence d'un acteur qui deviendra dans beaucoup de films l'alter ego d'un autre grand acteur japonais que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Toshiro Mifune. Et donc vous avez comme ça ce duo, ces duels qui sont souvent mis en scène au cinéma entre ces 2 types de samouraïs. Dans ce film, Tatsuya Nakadai joue un rôle de ronin. Un ronin, c'est quoi? C'est un samouraï sans maître. Parce que l'intrigue de Harakiri se situe en 1630 ou à partir de 1630, c'est-à-dire la paix. Qu'est-ce qui se passe au Japon à cette période-là? C'est la période qu'on appelle Edo. On l'appelle Edo parce que c'est l'ancien nom de Tokyo et c'était là où la capitale se trouvait. Après, par moment dans l'histoire, la capitale s'est trouvée soit à Kyoto, soit à Tokyo. Dans la période Edo, la capitale se trouvait à Tokyo. Et à partir de 1630, il y a une très grande paix, une paix féodale, une paix autoritaire, une paix très codifiée, c'est la paix des Tokugawa. Et s'il y a paix, on n'a plus trop besoin de samouraïs. Donc on se trouve dans une situation où l'éthique samouraï, le talent des samouraïs est un peu désœuvré et un peu devient un peu obsolète d'une certaine manière. Alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait quand notre talent, quand notre savoir, quand notre art devient obsolète? Et puis il y a un écho entre cette paix de Tokugawa qui va être représentée là et la période de 1962 du Japon contemporain. En 1962, on est 17 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale.
qui a signé l'échec, la défaite japonaise, et qui voit donc le Japon occupé par les Américains jusqu'en 1952, puis un traité de cohabitation qui fait que les Américains vont rester les alliés, vont occuper encore des tas de bases militaires au Japon. Et il y a eu un renouvellement de ce traité d'alliance entre les États-Unis et le Japon en 1960, et il y a eu de très fortes contestations dans la population, puisque le Japon se trouvait d'une certaine manière dépossédé de sa pleine autonomie. Donc la question d'une autorité, la question d'un système militaire, la question d'un système féodal est tout à fait centrale, à cette période, donc en 1962, et c'est ça aussi que met en scène Kobayashi. Kobayashi a été tout à fait traumatisé par sa participation à la Seconde Guerre mondiale. Les Japonais, comme vous savez, ont eu une grande campagne militaire en Chine qui a été absolument odieuse, avec beaucoup de violence. Et beaucoup de cinéastes, Ozu également, qui au début voulait faire des reportages sur les soldats et sur la vie de soldats pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui finalement ne citera même plus l'existence de la guerre, se contentera à des petites histoires de famille. Donc beaucoup de cinéastes, Mifune a été reporter, beaucoup de cinéastes de ces époques-là ont participé en tant que militaires, ont participé activement à la guerre et en reviennent profondément hantés, profondément traumatisés. Et donc c'est que ces enjeux de rectitude, d'engagement, de militarisme, d'autoritarisme, de féodalisme sont tout à fait présents et restent très prégnants chez ces cinéastes des années 60. Et puis pour finir peut-être, donc le seppuku, le suicide d'honneur, le harakiri, j'évoquais en parlant de la ligne droite, de cette ligne crue, c'est une ligne horizontale au niveau du ventre que le samouraï se fait avec son sabre court. Un samouraï possède deux sabres, un sabre long pour combattre l'ennemi et un sabre court pour pouvoir se donner la mort si son honneur est en jeu. Donc il va tracer une ligne horizontale au niveau du ventre. Le ventre pour le Japon, c'est le lieu de la volonté, des sentiments et du courage. C'est pas du tout les intestins et les villes passions. C'est au contraire donc l'expression du courage. Et si on cherche l'expiation, à cette ligne horizontale, on va ajouter une ligne verticale. La coupe verticale étant le désir d'expier ses propres fautes. Il y a un autre type de seppuku, un autre type de suicide, qui est le suicide assisté d'un ami, où l'ami va couper la tête pour que en amont, presque de manière concomitante, pour que la souffrance ne soit pas trop importante. Alors ça a l'air un peu comme ça, un peu anachronique, ce seppuku, ce suicide rituel, extrêmement ritualisé. Le Japon, c'est un pays du rituel. On a vu la cérémonie de thé dans misogyne, le costume est ritualisé et la mort est ritualisée. C'est un rite de mort, c'est une cérémonie de mort. Ça a l'air absolument inactuel, mais il faut savoir que, alors je n'ai pas la date, mais qu'un écrivain comme Osamu Dazai, alors lui, il était pas mal, il se suicidait avec ses maîtresses, et puis la maîtresse réussissait toujours, mais lui, il échouait à chaque fois. Donc, il a fait plusieurs seppuku. Et puis, on est en 1962, mais en 1970, le plus grand écrivain japonais, Mishima, se donne aussi la mort par seppuku, donc par rituel d'honneur. Encore une fois, il s'agit de mêler une rigueur morale et une rigueur esthétique dans une cérémonie qui mêle violence et beauté, et c'est peut-être le fil directeur du film qu'on a la chance de voir cet après-midi. Bonne projection.